Mabingue Ngom, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller spécial du directeur exécutif de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et directeur du bureau de cette même institution à l'Union africaine et à la Commission économique pour l'Afrique, avec évidemment une résidence à Addis Abeba. Cet observatoire unique de toute l'Afrique, que vous avez une vue à 360 degrés, vous suivez les problématiques africaines qui sont stratégiques pour le continent. Sur la question, on observe que l'Afrique vit des crises, des guerres, et des conflits. C'est que l'Afrique, sur les crises humanitaires, justement, a bâti déjà une réflexion depuis notamment un sommet en 2016 initié par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ben Ki-moon, qui a permis l'émergence d'une conférence qui s'appelle la conférence sur l'agenda pour l'humanité et qui a permis de dégager une sorte de feuille de route. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les éléments de contexte qui ont permis cette évolution sur ces problématiques? Oui, merci pour cette opportunité. Je crois que vous avez bien fait un peu de parler du sommet mondial de l'humanitaire de 2016 à Istanbul, convoqué par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans un contexte assez particulier et qui avait quand même permis à l'Afrique, dans le cadre de sa nouvelle vision d'une Afrique, une voix, un message, d'organiser un peu ce que nous appelons la position commune africaine. Et cette position commune africaine, qui est un peu la consolidation des points de vue des 54 membres de l'Union africaine, mais également des populations africaines, est considérée comme quelque chose qui va au-delà d'une simple contribution à la conférence d'Istanbul. C'est vraiment un projet, c'est une vision, c'est également une feuille de route à travers laquelle l'Afrique a parlé d'une voix et l'Afrique s'est accordée sur une position commune qui a été d'ailleurs adoptée par le Conseil exécutif et l'Assemblée générale de l'organisation continentale. Monsieur Ngom, la question vous dites que c'est une feuille de route pour avoir une idée claire de vos propos, pour qu'on puisse les incarner dans une réalité. Ça veut dire quoi exactement? Oui, il s'agissait principalement de consolider les aspirations des États membres de l'Union africaine et de leur peuple qui veulent une réforme de l'architecture humanitaire mondiale afin qu'elle soit plus efficace et plus adaptée pour l'avenir. Et d'ailleurs, cette position est, comme je disais tout à l'heure, c'est plus qu'une simple contribution parce que c'est quelque chose qui va dans le cadre de ce que le secrétaire général a appelé un peu l'agenda pour l'humanité. Donc, il importe de préciser qu'elle exprime clairement une forte volonté politique de mettre un terme aux nombreuses crises humanitaires et aux conflits en Afrique. Et comme vous le savez, la plupart des crises humanitaires sont tirées par les conflits prolongés. Je pense que ça, c'est un aspect important et c'est ce qui fait d'ailleurs que le nombre de crises augmente, donc le nombre de personnes augmente et également les ressources que nous investissons augmentent. Et à travers cette feuille de route, l'Afrique a voulu s'inscrire dans le cadre un peu de ce que certains ont appelé de façon d'ailleurs très brillante, que les interventions doivent être plus locales, mais également l'action internationale doit intervenir aussi longtemps que c'est nécessaire. Donc je pense qu'il y a une combinaison un peu d'un engagement, d'un appel à un engagement local plus fort, mais également à une certaine continuité de l'action humanitaire. Et cela s'inscrit dans une vision nouvelle qui consiste un peu à mieux traiter les causes profondes de ces crises, une vision qui consiste à mobiliser le local, comme je le disais tout à l'heure, et une vision qui consiste également à mieux investir dans le développement pour faire face aux besoins humanitaires. Mais pendant ce
Mais pendant ce temps, c'est-à-dire que les dépenses liées à ces crises, on est passé de 2 milliards il y a quelques années à 24 milliards. C'est considérable dans le coût de l'humanitaire. Comment aujourd'hui faire évoluer et sortir de l'incantation pour pouvoir établir ce que vous dites si bien, les solutions durables et une vision qui relie le local et le continental et l'international. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication entre tous ces facteurs. Oui, je crois que vous avez parfaitement raison parce que cette augmentation vertigineuse des ressources injectées n'a pas malheureusement été suivie par une réduction des crises à travers l'Afrique et à travers le monde. Et je crois que c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur mon premier point, cette innovation que l'Afrique entend pousser davantage, qui consiste un peu à un traitement beaucoup plus accentué des causes de ces conflits. Je pense que c'est important. Et c'est pourquoi je disais également qu'un accent particulier va être désormais mis sur les conflits prolongés, pas seulement donner une assistance humanitaire pour d'urgence, j'allais dire, mais travailler davantage dans les causes profondes de ces conflits prolongés. Je pense que ce qui nous permet d'éteindre, en tout cas, ces foyers de tension, de les réduire, de les contenir et de passer à autre chose. On voit la cartographie de l'Afrique et des crises, c'est que ça n'a pas l'air de se tasser, c'est même ça s'aggrave. On voit le Sahel, on voit la Corne de l'Afrique, on voit également d'autres régions qui sont plongées dans une déstabilisation majeure. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Afrique ou les dirigeants africains ou les décideurs africains ont le moyen d'enrayer ce mouvement et de pouvoir trouver la solution africaine à ces questions? Oui, je dirais que je suis optimiste parce que j'étais à Malabo au mois de mai, mais également j'interviens dans ce secteur depuis déjà des décennies. Et à Malabo, j'ai vu une volonté politique extrêmement forte qui a généré une nouvelle énergie, je pense, qui permet un peu d'accompagner les mesures en cours. La deuxième chose que je peux dire, c'est qu'en termes de stratégie, l'Afrique entend vraiment observer les principes humanitaires fondamentaux, d'une part, mais également, elle entend mettre l'accent sur les aspects anticipation, les aspects intervention et même les aspects adaptation qui vont permettre à ce nouveau outil qui est l'Agence humanitaire de l'Union africaine vraiment d'être un outil de pointe, un outil qui va utiliser un peu les données et les évidences, qui va construire autour des expériences que nous avons acquises pendant ces dernières années dans les grandes crises. On va y arriver parce que la création de l'agence est un élément central, mais je voudrais m'attarder un peu sur votre profil exceptionnel en termes d'expérience. Vous étiez aux Nations Unies pendant une vingtaine d'années, vous étiez à New York, vous êtes occupé bien avant des programmes et des urgences aux Nations Unies. Vous connaissez toutes les crises humanitaires de l'intérieur. Est-ce que aujourd'hui, avec cette expérience-là, on peut dire que le projet de création d'une agence humanitaire de l'Union africaine est un projet mûr et peut-être nous donner le business plan de ce projet? Oui, écoutez, Hichem, comme je disais tout à l'heure, je pense que parmi les choses les plus importantes, je pense c'est un peu cette volonté politique, cette ambition continentale qui a été affirmée à Malabo avec des engagements financiers pour accompagner un peu cette volonté politique. Je pense que c'est une très bonne chose. La deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans le design de l'agence, je pense que les principes humanitaires fondamentaux sont là, ils sont présents. Et troisièmement, un aspect critique, c'est que les aspects anticipation, intervention et adaptation sont là. Donc, d'un point de vue concept design, c'est excellent. Mais également, il y a une approche d'apprentissage, une approche de partenariat, une approche de learning, j'allais dire, à partir des expériences que nous autres, nous avons vécues. Et comme vous l'avez dit, nous avons accompagné les grandes crises. Donc, que ce soit en Haïti, à Tacloban, dans la Corne de l'Afrique, ici,
dans le Sahel. Je pense qu'il y a un capital que le système des Nations Unies et les partenaires sont en train de jeter dans le dossier, et choses qui permettront à l'Union africaine d'avoir un instrument de pointe qui pourrait d'ailleurs inspirer les autres agences qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire. Vous avez également parlé un peu de la question des ressources, et j'étais agréablement surpris par l'élan de solidarité, le leadership, mais également la détermination des Africains donc à mettre leurs propres ressources, mais également à faire venir tous les autres qui ne sont pas déjà autour de la table pour faire en sorte que nous puissions disposer de toutes les ressources qui vont nous permettre un peu de gagner la bataille au niveau de la prévention, donc au niveau de la réponse, mais également au niveau du relèvement, toutes choses qui aujourd'hui sont encore assez difficiles avec l'état actuel des ressources mobilisées. Pour juste mieux comprendre l'histoire de la mobilisation des ressources, c'est que comment ça va se passer, c'est que est-ce qu'il y a, c'est que comment la répartition va se faire, est-ce qu'on a une idée claire du business plan et de ce mode de financement, parce que c'est peut-être le nerf de la guerre. Mais absolument. Et à Malabo, je pense qu'il y a eu déjà des annonces substantielles pour lancer l'agence dès que les structures, les règlements intérieurs et la négociation de l'accord de siège seront bouclés. Je pense que des ressources existent déjà pour démarrer l'agence. Et je crois que l'Union africaine est en train de réfléchir. Je crois d'ailleurs savoir que dans 2 semaines va se tenir à Nairobi, donc un important symposium du 14 au 18 décembre, un symposium sur l'humanitaire qui va porter un peu sur la promotion de l'agence, mais la poursuite des efforts de mobilisation des ressources massives qui permettront donc à l'Afrique d'améliorer et l'efficacité et la coordination de l'aide humanitaire en Afrique. Maintenant, j'espère et je le souhaite qu'à un certain moment, un mécanisme sera mis sur place, disons, pour une mobilisation régulière des ressources comme nous l'avons fait au Fonds mondial, donc une organisation que j'ai pratiquée, ça fait quelques années, comme la Banque mondiale le fait pour la reconstitution de ces ressources et comme les autres institutions le font, y compris d'ailleurs le Fonds des urgences des Nations Unies. Donc je crois que tout ce travail est en cours et je dois en profiter pour apprécier les efforts incroyables menés par nos collègues de la Commission de l'Union africaine en partenariat avec mes collègues du système des Nations Unies pour accompagner ce processus que nous sommes en train d'accélérer. C'est-à-dire que, est-ce que vous qui êtes au contact des dirigeants africains, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que on passe à la création de cette agence et peut-être son rôle pour d'abord l'appropriation des problèmes africains par les Africains et qu'est-ce qui va naître en termes d'efficacité à partir de la création de cette agence? Moi, je pense que tout est parti un peu de... C'est vrai que c'est un vieux projet qui ne date pas de 2016 parce qu'il date un peu des premières idées de la mise en place un peu de l'organisation de l'unité africaine. C'est vrai que le sommet mondial de 2016 a été une opportunité pour construire donc une position africaine. Donc, des consultations assez larges ont eu lieu et les Africains ont exprimé leur ambition, leur vision et ont développé d'ailleurs ce qu'on a appelé les piliers dans la position commune africaine, mais également des stratégies assez novatrices. Et je voudrais très rapidement vous citer un peu ce que je considère un peu comme étant les aspects les plus importants. La première chose, c'est qu'ils entendent renforcer le rôle de l'État dans l'action humanitaire. Et c'est capital. La deuxième chose, ils veulent réformer l'architecture humanitaire. Et la troisième chose, ils entendent vraiment mettre l'accent sur l'élimination des causes profondes qui sont à l'origine de ces problèmes et de trouver des solutions durables. Et ça, c'est extrêmement important, en tout cas, compte tenu de mon expérience de directeur des urgences pendant plusieurs années. La quatrième chose qui est importante, c'est vraiment le passage à l'établissement de normes à la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment ne plus se limiter à établir des normes, mais vraiment s'investir dans la mise en œuvre de ces normes. Et le dernier, c'est le renforcement des liens
entre l'action humanitaire et l'action de développement. Je crois que ces 5 aspects constituent des innovations majeures qui méritent d'être encouragées, qui méritent d'être accompagnées et qui permettront de rendre encore plus efficaces les efforts de la communauté internationale pour fournir en tout cas une aide humanitaire efficace en Afrique. Et une dernière chose très rapidement, c'est vraiment la démarche partenariale qui accompagne un peu ce chantier. Et c'est très clair dans la position commune africaine. Et si mes souvenances sont bons, c'est le 9e pilier. C'est vraiment la nécessité de faire venir tous les acteurs autour de la table. Le secteur privé, les jeunes, les femmes et les acteurs traditionnels autour de l'État pour ensemble, d'une voix, faire face à ces défis qui empêchent l'Afrique d'aller de l'avant. Donc, c'est une approche d'abord holistique, une approche en écosystème, mais aujourd'hui, vous allez pays par pays prêcher la bonne parole et l'engagement autour de cette agence ou comment la stratégie va se déployer? Bon, je pense que je vais être très honnête. Je sais qu'il y a un peu de résistance et c'est tout à fait normal. Parce qu'à Istanbul, il était très clair qu'il fallait trouver la place, il fallait créer l'espace pour le local. Mais nous sentons un peu de résistance, alors qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites, qui doivent être faites pour nous permettre un peu de faire l'économie de souffrance, l'économie de beaucoup de malentendus. Et nous devons ensemble travailler dans l'esprit d'Istanbul, donc l'esprit du grand Bagen, pour faire en sorte que nous puissions apporter une réponse humanitaire de qualité, une réponse humanitaire d'envergure, capable d'éteindre tous les feux, mais également d'éviter que de nouveaux feux soient allumés par ailleurs. Et je crois que c'est l'élément vraiment essentiel. Ce n'est pas facile. Pays par pays, c'est nécessaire. Il faudrait que chaque État, que chaque niveau local puisse jouer sa partition. Et il nous faut également que nous puissions avoir cet aspect continental et que nous puissions continuer à avoir un peu cet appui, cet accompagnement au niveau international. Vous sillonnez l'Afrique depuis des années, vous avez une connaissance du terrain réellement très incarnée. Est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez avec l'émergence de la crise ukrainienne et cette entrée dans une crispation mondiale, géopolitique mondiale, est-ce que l'Afrique ne risque-t-elle pas de subir les effets pervers de cette réalité? Bon, je crois que les risques sont là, mais je pense également la solidarité internationale qui était un peu la fondation du sommet mondial humanitaire doit continuer, elle doit se renforcer. Et d'ailleurs, les Africains, dans leur position commune, comme dans les piliers, ont exprimé avec force ces aspects. Et je crois, parce que mon expérience couvre en tout cas tout le monde. Parce qu'en tant que directeur des urgences, j'ai vu les défis que nous avons rencontrés à certains endroits, qui nous ont d'ailleurs poussés à organiser un peu ce sommet de 2016. Et ensuite, nous avons vécu l'expérience Ebola en Afrique de l'Ouest. Et nos actions nous ont permis d'ailleurs de décrocher la médaille de l'Union africaine. Nous avons continué nos efforts d'accompagnement des pays en tirant les leçons de nos expériences, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir eu une réponse contre la COVID-19 de qualité, qui a d'ailleurs inspiré les autres parties du monde. Donc l'un dans l'autre, je suis confiant, tout n'est pas facile, tout n'est pas acquis, mais je crois qu'avec la forte volonté politique de Malabo, avec toutes les expériences que nous avons acquises, avec la bonne volonté des partenaires, avec l'engagement des communautés, je pense que nous avons la possibilité de faire des progrès. Certainement, nous n'allons pas régler tous les problèmes du jour au lendemain, mais je suis confiant que la feuille de route de l'Union africaine, la détermination des pays membres de l'Union africaine, qui vraiment, je salue leur effort de parler d'une voix, d'être alignés et la clarté avec laquelle ils ont exprimé leur vision pour la nouvelle architecture humanitaire mondiale, mais également comment la décliner au niveau continental, comment la décliner au niveau des sous-régions. Parce que les commissions économiques régionales ont un rôle capital à jouer, les pays ont un rôle capital à jouer, les communautés
à chaque niveau, je pense, doivent jouer le rôle pour qu'ensemble, nous puissions mettre un terme à ce nombre impressionnant de crises en Afrique. Les crises augmentent. Hein. Actuellement, comme vous le savez, 75% des crises humanitaires se déroulent sur le continent africain. Et je disais il y a de cela 2 jours, donc à Niamey, que la question de l'industrialisation de l'Afrique doit également regarder certains des défis auxquels le continent fait face. Hein. Oui. Aujourd'hui, le continent pèse moins de 2% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale, alors que nous pesons plus de 16% en termes de taille de la population mondiale. Donc, cela veut dire que nous avons une contribution dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale qui est pratiquement de l'ordre de 10% de ce que nous devons apporter. Donc, voyez donc que tout est lié et la question de l'industrialisation de l'Afrique, je pense que va demeurer un chantier difficile si nous n'arrivons pas à éteindre tous ces feux que nous voyons de part et d'autre. Vous semblez dire qu'il y a une accélération de l'histoire et pour vous, le prochain sommet de février 2023 va être un moment crucial dans la création de cette agence humanitaire africaine qui va marquer une rupture avec les pratiques observées jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais absolument, je crois que février 2022, nous nous attendons à ce que les chefs d'État et de gouvernement puissent approuver le règlement intérieur, les statuts et peut-être même faire des progrès en ce qui concerne les prochaines étapes, que sont les négociations des accords de siège, mais également démarrer le recrutement du personnel. Et je disais à Addis, il y a de cela quelques jours, qu'on doit d'ailleurs envisager ou suggérer la mise en place d'une équipe d'avance qui pourrait être sur pied immédiatement et commencer à faire avancer certains de ces chantiers. Mais je crois que s'il y a une date historique, à mon humble avis, c'est vraiment le sommet de Nairobi, je pense, qui a permis de renforcer et d'accélérer le virage vers un secteur humanitaire plus efficace et mieux coordonné. Donc, un pas important vers vraiment ce que j'appelle un peu la prise en charge des nombreux défis humanitaires par les Africains eux-mêmes et un accompagnement encore plus efficace de leurs amis et de leurs partenaires. Donc, je crois que je suis confiant. J'ai beaucoup d'espoir que les périodes qui viennent vont nous permettre un peu d'assister à un recul de cette avancée en tout cas des menaces humanitaires sur le continent africain. Pour vous, pour conclure cette interview, les défis des prochaines semaines, on le voit, vous l'avez dit, est-ce que cela suppose d'aller sur le terrain, de continuer à travailler les acteurs et surtout, quel est l'élément clé qui reste important pour vous pour pouvoir basculer dans cette réalisation? Oui, je crois que l'Union africaine et les pays ont fait un excellent travail parce que pendant plusieurs années, ils ont travaillé en profondeur au niveau du montage de l'agence. Je pense que vraiment, chapeau bas. La deuxième chose, l'engagement de Malabo, la détermination des chefs d'État, mais surtout la mobilisation qui a suivi Malabo nous a permis d'être prêts pour le sommet de février. Et j'espère qu'une fois l'approbation ou les approbations données, une feuille de route plus affinée permettra certainement d'accélérer la mise en place effective de l'agence, le début des activités qui ne devraient plus tarder. Et comme je le disais tout à l'heure, il est tout à fait possible, et nous avons de l'expérience dans ce domaine, parallèlement donc au déploiement de ces mesures administratives de finalisation, il est tout à fait possible de mettre en place une équipe d'urgence, comme il s'agit d'un dossier urgent, qui commence déjà à mener certains chantiers avec les ressources déjà disponibles et continuer à s'invertir dans la mobilisation de ressources additionnelles importantes, sans lesquelles il ne nous sera pas possible de mener à terme cet important projet, qui est d'ailleurs la porte qu'il faut ouvrir pour assurer le développement de l'Afrique, pour accélérer
la marche de l'Afrique vers la prospérité. Nous sommes très proches de 2030, nous sommes très proches de 2063, et je suis content de voir que ce chantier, qui est prévu d'ailleurs dans l'agenda 2063, donc pour les personnes déplacées, puissent bénéficier de l'attention des plus hautes autorités, mais également de l'accompagnement des organisations des Nations Unies comme la mienne. On l'a compris, ça sera un test grandeur nature sur le changement de pratique des pays africains. Je rappelle, Mabinge Ngom, que vous êtes le conseiller spécial du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population et directeur du bureau de l'Union de l'UNFPA à l'Union africaine et à la Commission économique pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir clarifié et permis la lisibilité de ce grand projet de création d'agence humanitaire pour l'Afrique. Merci.